suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Salut à tous, bienvenue dans un Story Movies exceptionnel. Clapi-clap. Oh là là, c'est parti! Aujourd'hui, on croise le fer avec les Trois Mousquetaires. Tous pour un pour tous! En 2020, le producteur Dimitri Rassam initiait une nouvelle adaptation du classique d'Alexandre Dumas. Sa volonté, renouer avec les grandes fresques qui ont fait le panache du cinéma français. C'est très bon, ça. C'est bon, c'est challenge. À l'affiche, une distribution royale. Tac, tac. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille. Cool, hein? Oh, t'as pas là. Et dans le rôle de la vénéneuse Milady, Eva Green. Je vous plais tant que ça. Le résultat, un diptyque épique et spectaculaire dont vous allez découvrir enfin le premier volet. En attendant, on vous emmène en exclusivité suivre toutes les étapes de fabrication de cette super production française. À sa tête, Martin Bourboulon, le réalisateur de Papa et Maman et Eiffel, au plus près des comédiens en plein travail. Tac, pum, pum. D'un camp militaire boueux à un bal masqué élégant, nous avons suivi celui qui incarne l'impétueux d'Artagnan, François Civil. Là, on se croirait à Woodstock. Hein. Là, c'est quand même, on est dans la boue. On est avec que des gars costumés, c'est vraiment. Et là. Pio Marmaille nous racontera comment il s'est glissé dans la peau de Porthos. Voilà, tout de suite, voilà. Parce que quand on disait moteur, moi j'avais mon palpitant là, il était mais C'est minimum. Moi, c'est minimum. Et nous nous rendrons en salle de montage pour quelques ultimes secrets de fabrication. Voilà, tu m'emmènes derrière la main, quoi. Novembre 2021 dans le Val d'Oise. Un camp militaire se dresse aux abords d'une ancienne abbaye. En quelques minutes, nous voici transportés en plein XVIIe siècle et le souci du détail est impressionnant. Une recherche d'authenticité qui est l'un des maîtres mots de ce tournage hors norme étalé sur 8 mois. Allez, bien le silence, et ça tourne. Il fallait bien ça pour mettre en boîte cette adaptation divisée en 2 films. Pas de quoi affoler le réalisateur Martin Bourboulon. Et action chalet. Figuration! Allez-y, dialogue. Il y en a un qui s'est fait arracher la jambe. Et un autre n'a plus de nez. Vous verrez, avant la fin de la nuit, on nous demandera de creuser des tombes. Martin, 15e semaine de tournage, jour 61. Ouais. Comment ça va? Pas mal. Malgré le froid et naturellement la fatigue, ça va pas mal. On est sur un rythme de croisière, on va dire. C'est un tournage assez heureux parce que chaque jour est différent, donc ça fait tenir aussi la longueur différemment. On y va? On se lance direct. Ah bah ouais, la fourvoyeuse. C'est cadré. 3, 2, 1. Ok, vas-y, action. Vous n'allez pas dans la bonne direction, mousquetaire. Ok, coupé, très bien. Super. Moi, ça s'inscrit dans la continuité par rapport à Eiffel, donc j'étais en train déjà de vivre cette expérience très forte d'un film en costume, d'un film où on a essayé d'assumer la dimension épique la plus large possible. Donc forcément, quand ce projet Les Trois Mousquetaires est arrivé, j'ai été très séduit par l'ambition de ce projet. Je l'ai trouvé un peu folle. Regardez. Voilà, regardez tous les mousquetaires. Regardez, ça y est, les mousquetaires arrivent. La figuration qui se met en place. Donc ça, c'est un peu notre quotidien, c'est-à-dire qu'on a tous les jours une centaine minimum de mousquetaires dans ce campement qu'il va falloir faire vivre, qu'il faut faire exister. Au total, cette aventure a nécessité 5200 figurants, mais aussi 2000 costumes, plus de 600 chevaux, tout cela filmé entièrement en décor naturel, de Saint-Malo à Paris en passant par Troyes ou Compiègne. Ce qui est vraiment palpitant pour moi, c'est la démesure des lieux. Tourner à Fontainebleau, à Chantilly, c'est des châteaux qui sont tellement magnifiques que ce serait dommage de s'en priver. Ça représente combien de décors en tout sur les 2 films? C'est compliqué à dire parce qu'il y a tellement de décors et sous-décors. Mais là, comme ça, j'aurais dit il y en a à peu près 140 sur les 2 films. J'ai fait un certain nombre de films, que ce soit assistant ou que ce soit chef décorateur, mais quand on me demandait de faire un campement, j'avais 10 tentes. Là, j'en ai 80. On me demande de faire un hôpital, et j'ai fait 26 lits, et l'hôpital fait 80 mètres de long.
une des premières choses que nous a dit Martin, c'est qu'il avait envie de faire un western. Et l'image du western, elle est là. Hein. Les mecs, ils ont toujours de la poussière. Et j'ai fait venir des chevaux pour galoper et pour faire cette traînée de boue. Il faut qu'on raconte qu'à l'époque, on ne se lavait pas tous les jours, qu'on galérait, qu'on avait froid, etc., etc. Et que Cyrano, j'adore ce film, c'est un chef-d'œuvre, mais ça ne correspond pas à l'image un peu sale qu'on a envie de recréer sur ce film. Et pour salir tout ce beau monde, rien de tel que la patine. La patine, c'est donner de la justesse au costume. Faire en sorte qu'ils n'aient pas l'air de sortir d'une fabrication, d'être tout neufs. Là, on est sur des cavaliers, donc forcément, ils sont passés par la forêt, ils ont fait du cheval, etc. Et on va essayer aussi d'avoir un travail de couleur. C'est-à-dire que ce ne soit pas trop... qu'ils n'aient pas l'air de petits Playmobil, en fait, tout neufs. Il y a eu beaucoup d'adaptations des Trois Mousquetaires, parfois assez décalées par rapport au roman de Dumas. Pourquoi c'était légitime aujourd'hui de proposer une nouvelle version? Ça reste des thèmes et des thématiques assez universelles et intemporelles, je pense. Le code de l'honneur, la fraternité, beaucoup de choses qui se travaillent et qui se lisent dans ces textes-là. Et malgré tout, on a l'ambition de vouloir penser que au cinéma, une œuvre des Trois Mousquetaires avec ce casting comme ça d'aujourd'hui n'a pas été faite depuis longtemps, malgré tout. Et on sait à quel point le public aime des rendez-vous. Les Américains ne se privent pas pour refaire appel aux énièmes franchises. Au fond, on est juste dans cette logique-là et d'essayer de proposer aux gens une histoire dont ils ont connaissance dans certains contours, mais qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Salut, D'Artagnan. Et ce casting haut de gamme s'articule autour du charme impétueux de François Civil. Je n'arrête pas de tomber sur vous. Je vous plais tant que ça. Super. Attends, génial, hein? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Rien. François, comment vous avez réagi quand on vous a proposé d'incarner D'Artagnan? Quelles sont les images que vous avez eues en tête tout de suite? Voilà, ça fait forcément appel à l'enfance. Hein. Moi, j'ai lu le roman quand j'étais jeune. Et je me suis imaginé, je pense, D'Artagnan mousquetaire dans des cours de récréation, dans le jardin de mes grands-parents. Vraiment, vous étiez fan de KPDP parce qu'il y a des enfants qui étaient plus c'est pas tant forcément KP épée, mais oui, les combats à l'épée forcément. Et puis surtout, c'est aussi ce qui se dégage de cette histoire, cette histoire d'amitié, cette histoire de courage. Enfin voilà, c'était plein de trucs qui ont résonné chez moi. Et là, faut que tu rushes. Faut que je reste dans cette position. Allez. Et encore. On a parlé avec Martin d'essayer de pas qui passe juste derrière. Salut. De pas s'embarrasser de ce qui avait été fait par le passé. Alors aussi illustre soit les précédents D'Artagnan de Douglas Fairbanks où il y a une photo dans ma loge en passant par Belmondo, par Gene Kelly. Enfin c'est vraiment. J'essaye de pas y penser parce que sinon je n'arriverai pas même à commencer à travailler. Donc on se libère un peu de tout ça et on se lance quoi. Et comment on se lance? Il y a Qui est D'Artagnan, donc on relit le roman pour s'inspirer un peu de l'ambiance de tout ça. On se base beaucoup sur les scripts aussi parce qu'il y a des libertés qui ont été prises. Et je pense que ce qui est commun en tout cas à tous les D'Artagnan, et je pense au nôtre aussi, c'est une forme de fougue, de panache qu'il faut lui donner, de charme aussi, d'impertinence bien sûr. Donc tout ça c'est un peu le fond commun. Après c'est moi qui le joue, donc ce sera à ma sauce j'imagine. Et ensuite il y a un vrai challenge physique au personnage. Moi j'étais pas du tout cavalier, il a fallu que je fasse 5 mois d'équitation intensive avec de la voltige notamment, des trucs où j'étais totalement étranger à tout ça, et l'escrime. Donc on s'est entraîné notamment avec Yannick Borel qui est un escrimeur médaillé olympique, donc on était entre de bonnes mains pour tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui filmer des combats de KPDP en 2021? Moi, c'est aussi ça qui m'intéressait beaucoup dans ce projet-là. Ok, il va falloir le faire avec la chouette de patate. Voilà, tu m'emmènes derrière la main, tu vois.
Aujourd'hui, ce que je me dis sur les combats, c'est d'essayer d'être beaucoup plus immersif, d'être dans une narration du temps réel, d'assumer que certains combats, au lieu d'être très découpés, soient en plan séquence, dans la longueur, qu'on soit dans une écriture plus en proximité avec le ressenti des personnages. Certains jeux vidéo, les jeunes comprendront très bien qu'ils sont des gamers. On est dans une immersivité du combat, on est embarqué. On est aux côtés des personnages. On est aux côtés des personnages. Attendez. D'abord, quel combat? Des personnages iconiques. Aux côtés de François Civil, Vincent Cassel incarne Athos, Romain Duris Aramis, et Pio Marmaille, lui, s'est vu offrir à sa grande joie le rôle de Porthos. Ouais, tout de suite, voilà. Je suis quelqu'un d'assez épicurien, j'aime la chair, enfin j'ai une appétence pour l'existence. Ces éléments-là font que je peux me rapprocher un peu du personnage de Porthos, et je pense aussi le fait qu'il soit aussi au service de ses camarades, quoi, qu'il y a un truc qui participe vraiment au sens du collectif, parce qu'il est toujours au service des autres. Il essaie toujours d'être tiré vers le haut. Et tu viens planter dessous le bras. Voilà. Ouais. Prêt? Ouais. 3, 2, 1, go Pio. Doucement, les gars. Doucement, les amis. J'avais toujours l'image d'un Porthos costaud, massif, ce qu'il est. Parce que c'est vrai que c'est un mec qui quand même passe son temps quand même beaucoup en taverne, beaucoup à manger, beaucoup de relations avec d'autres personnes. C'est joliment dit. Voilà. Et donc je me disais, mais il faut quand même arriver avec quelque chose d'un peu costaud, épais, massif et un peu épais. Donc là, c'est très simple. C'est de la nourriture qui est riche, tout simplement. Il faut se laisser aller. Et c'est pas désagréable. C'est-à-dire qu'en plus, manger les bonnes choses, pour prendre un peu de poids, quand même 10 kilos. 10 kilos, c'est quelque chose. Et après, il faut les perdre. Voilà, le problème, c'est qu'il fallait les perdre. Et ça, je pense que je ne suis pas prêt de le refaire tout de suite parce que ça demande quand même une astreinte et pour moi qui aime vraiment bien la bonne chair, c'est un peu raide. Ouais, ça c'est puissant, hein. C'est le minimum. Moi, c'est le minimum. J'avais eu déjà à l'époque la brillante idée de dire mais ouais, Porthos, il faut qu'il ait 15 flingues, des couteaux, des épées. Tout ça, c'est lourd. Très lourd. Parce qu'on n'a pas, mais c'est très, très lourd. Et je me suis dit au bout du premier jour, putain, mon pote, tu vas avoir ça sur toi, cet attirail pendant 8 mois, ça va te faire les épaules. Ouais, je vais un peu vers là, quoi. Tu vois, Après ça, tu retournes vers là. Un truc, je sais pas trop ce qui se passe trop. Tu vois, là, tu reviens là, tu viens, et là, je vois, ça fait tac. Ok, parfait, impeccable. On a énormément répété les scènes d'action, les scènes de cascade, parce que comme on a fait beaucoup de plans séquences, on ne pouvait pas arriver à improviser parce que c'est vraiment réglé au millimètre. Et en plus, si on veut y croire, il faut qu'il y ait un rythme extrêmement soutenu. Donc ça, c'est un travail qui demande beaucoup de répètes, monter à cheval aussi, ce genre de choses. En revanche, dans le jeu, c'est vrai que je pense que ça, c'est un travail que Martin aussi préfère, c'est une sorte de créer aussi de l'immédiateté à travers aussi ce langage, cette langue qui est assez soutenue. Je vous préviens, les rois n'ont pas de pied pour marcher en arrière. Je vous préviens, les rois n'ont pas de pied pour marcher en arrière. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le texte, ça, ou pas? Oui. Il faut à la fois trouver de la fantaisie, de la drôlerie dans ce carcan que peut être une langue qui date du XVIIe. Il ne faut pas non plus tomber dans une normalité dans les échanges, dans un bavardage, mais il faut la faire vivre, il faut la faire sonner d'une manière entendable pour un public ultra contemporain. Excusez-moi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Quelques mois plus tard, nous voici conviés à nouveau sur le plateau. Nous sommes en avril 2022. Après la gadoue du camp des mousquetaires, changement radical de décor. L'équipe a investi la cour du magnifique château de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, résidence de prédilection de François Ier et Louis XIV. C'est là que va se tourner de nuit une séquence de bal masqué censée se dérouler à Londres. C'est royal. En attendant de découvrir ce qui s'annonce comme l'une des scènes les plus grandioses du film,
petit point d'étape avec la première assistante, Juliette Crété. Quels sont pour vous les plus grands défis sur une production pareille? C'est pas tous les jours qu'on assiste en France au tournage simultané de 2 films d'une telle ampleur. Avec Martin, on a décidé de le visualiser comme une très longue histoire, parce que les 2 films se suivent et que ça... Donc c'est comme si on avait un seul film sur une très grande durée. Après, c'est vrai que c'est compliqué, la fatigue est assez intense. C'est des grosses équipes. Je crois qu'hier, il y avait plus de 500 couverts. Donc c'est des grosses équipes à manager pour chaque chef de poste, ce qui est assez différent des films plutôt classiques qu'on fait. Et je pense que ça, c'était le plus gros challenge. Et puis surtout, réussir à tenir sans retard et sans se tromper une si longue période. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant? On est des enfants, là. Une soirée comme ce soir, d'avoir 200 figurants, des masques sublimes, un décor magnifique, une histoire qu'on maîtrise tous assez bien maintenant parce que ça fait très longtemps qu'on tourne. Donc on est tous partie prenante du film avec beaucoup d'envie et d'énergie. Et c'est vrai que c'est des petits cadeaux pour nous de tourner des séquences aussi incroyables. Ce soir, c'est une journée assez dense, on a beaucoup de choses à faire, donc elle va être assez sportive pour qu'on y arrive. On a eu très peur de la météo qui est clémente, donc ça on est assez heureux. C'est surtout la quantité de monde à gérer et d'être au plus proche et de garder quelque chose de très intime pour Martin pour qu'il n'ait pas l'impression d'être complètement débordé par la quantité d'organisation qui l'entoure. Moteur, s'il vous plaît, allons-y. Allez, on va libérer l'estrade pour laisser le passage à la caméra. Action. Au milieu de cette débauche de masques et de costumes d'apparat se joue l'un des grands rebondissements du roman de Dumas. D'Artagnan rejoint le duc de Buckingham pour le persuader de lui rendre les fameux ferrets que la reine lui a offerts par amour. Je veux juste parler au duc. Non, no kill. Buckingham. Stand down. I know this man. I was just starting to enjoy this party. Sorry. Il est arrivé malheur à la reine. Non, enfin pas encore. Mais... Putain, voilà évidemment, texte. Elle court un grand péril, donc vous pouvez seul la tirer. Il est arrivé malheur à la reine. Non, pas encore, Milord. Mais c'est le cours à grand péril, donc vous seul pouvez la tirer. Moi? Oui. Qu'est-ce que ça implique comme contrainte et comme plaisir de créer des costumes sur un film pareil, sur 2 films pareils? Quelle que soit l'époque, c'est de digérer ce qui pourrait être l'image d'Épinal et de ressortir quelque chose qui soit volontairement ou involontairement plus moderne, plus digérable par le public actuel. Combien de costumes vous avez créés? Est-ce qu'il y a des costumes que vous avez empruntés? Alors, il y a 2000 costumes sur le film à peu près. Je ne parle pas des costumes des rôles qui ont tous été faits. Il y a un tiers des costumes qui est fabriqué. Regardez, on en a un, par exemple. Venez, monsieur. Montrez-nous votre costume, qui est l'œuvre de monsieur. Non, c'est pas de mon œuvre. Ça doit venir des stocks de l'Opéra de Paris. Ça. Il y a le masque qui était fabriqué par mon atelier. Montrez le masque. Là, on a fabriqué 80 masques sur les 200 à peu près qui tournent. Ça, c'est un très beau travail. Mais encore une fois, un travail d'équipe génial. En fait, dans le scénario, c'était plutôt une influence vénitienne, mais on est parti sur le thème animalier. Et on a fait des éléments étranges. Museaux d'animaux. Oui, on voulait pas, ni Martin, ni moi, d'un joli bal masqué. On a fait des choses un peu bizarres, un peu étranges, mais je pense que vous les avez filmées. Quand tu passes et tu fais ça. Ouais, vas-y, t'as raison, j'essaye. Ouais. Je sais pas, c'est ce qu'ils t'ont fait tout à l'heure. Ouais. Je le pousse un peu, je me la raconte. Alors du coup, William, quand je vais passer avec le duc, n'hésite pas à faire un tout petit pas en plus vers moi, je vais un tout petit peu te pousser en passant. Léger. Merci. Là, pour le coup, tu peux faire le geste en étant complètement le destin de la France. Oh, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais on... Sans le commenter, évidemment. Non, je vais pas le commenter, ouais. Il y a un immense plaisir de spectateur, déjà à titre personnel, de travailler avec tous ces acteurs qu'on connaît évidemment bien, de les voir pour la première fois tous réunis comme ça. Après, il y a le plaisir professionnel de travailler avec des acteurs qui sont très forts et qui surtout arrivent autant les uns que les autres à incarner très naturellement
leur personnage. Sur ordre du roi, elle devra porter samedi, au mariage de Gaston de France, un certain collier de ferret que... Voilà. La reine me les a donnés, la reine me les reprend. Que sa volonté soit faite. Oh, fool. Une femme ravissante, brune, les yeux clairs, en costume d'arlequin. You, with me. The rest of you, follow him, find her. Ils ont une façon très différente de travailler. Oui, ils ont un peu leur approche. Il y a des instinctifs. Il y en a qui sont peut-être plus scolaires au sens préparatif, en amont. Je sais qu'Eva travaille beaucoup en amont. Elle fait aussi une grande idée des scènes. Ils ont chacun leur approche et toutes les méthodes sont bonnes. À l'arrivée, ce qui compte, c'est ce qui dégage à l'écran. D'Eva Green, ce soir-là, nous n'entreverrons que la silhouette. L'actrice s'avère aussi insaisissable que son personnage. Reste la magie de cette longue nuit. Alors, je te lance, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? Alors, tiens, je te montre l'arrivée d'Artagnan. Ouais. Après 150 jours de tournage intense, on retrouve l'infatigable Martin Bourboulon en compagnie de la chef monteuse Célia Lafitte-Dupont. Elle qui a œuvré sur des films comme Le Prénom ou Le Brio est ici en charge du volet d'Artagnan. Charles d'Artagnan, de Gascogne. Un autre monteur, Stan Collet, s'occupe lui du film Milady. Là, je pense que tu vas me demander une autre prise. Mais... Athos de Silec d'Hauteville. Comte de l'affaire. C'est la première fois que Martin et Célia collaborent ensemble et voilà des semaines qu'ils ne se quittent plus. Attends, je vais te remontrer le rush. Ah ouais, génial. Célia, vous vous dites quoi quand on vous propose un projet comme celui-ci aussi ambitieux et rare dans le cinéma français? Waouh. Je suis spectatrice, donc c'est un film que j'ai envie de voir en fait. Donc je vais sur le projet comme ça, à la lecture du scénario. J'avais vu les films de Martin. Donc ce qui m'intéressait dans les films de Martin, c'est la rythmique assez forte. Et quand même, c'est vrai que pour monter un film, l'idée c'est d'être deux hémisphères du même cerveau. Ouais. Alors... Mais nous ne nous sommes pas présentés. Athos de Silec d'Hauteville, comte de l'affaire. Moins imposant. Il y a du temps qu'on a passé tous les deux, il y a du temps que Célia a passé seule sans moi. Et alors je dirais que, je sais pas combien de temps t'as passé seule sans moi pendant le tournage. Quelques mois. Moi j'ai regardé les rushs en ayant quelques discussions avec Martin par téléphone et en commençant à faire des choix de prise, de plans, de grammaire, en essayant de coller à la mise en scène de Martin et en commençant aussi à travailler en amont avec le musicien pour donner des couleurs pour ce film. Par exemple, sur une séquence comme celle-ci, qui est la première fois où les mousquetaires se rencontrent tous les quatre et où ils ont mis, où D'Artagnan a provoqué en duel les trois. Donc c'est une séquence assez connue, qui est assez fidèle au bouquin. Et c'est une séquence intéressante sur laquelle on est en train de terminer de travailler. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Votre témoin est ce monsieur? Voici Porthos. Le second se prénomme Aramis. C'est avec monsieur D'Artagnan que je me bats. C'est aussi contre lui que je me bats. Mais à midi. Et moi, c'est à 1h que je le tue. Voilà, tu peux mettre pause. On doit raconter visuellement comment ce D'Artagnan qui est arrivé finalement de Gascogne à Paris très récemment, ce qui participe à la drôlerie de la scène, le mec est arrivé depuis quelques heures seulement et il est déjà en train de risquer de se faire tuer par 3 mecs. Et donc ce plan large, par exemple, on a fait des essais où on voulait le mettre plus tôt, donc de voir en plan large tout le monde qui arrive. Et finalement, on a opté pour un autre principe qui est, on les voit arriver les uns après les autres. Volontairement, on ne situe pas les quatre dans l'espace encore. Et après, on rentre dans le dialogue des uns et des autres. Et il fallait mettre en scène maintenant le fait que, même s'ils s'apprêtent à le tuer, il y a un endroit où ils se disent il est quand même marrant ce couillon, quoi. Bon, écoutez, monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, monsieur Porthos en second et... Aramis, mon brave. Aramis en dernier. Ça, c'est typiquement
un endroit du montage, et Célia peut en parler, qui peut nous occuper Une demi-journée. Une demi-journée facile. Alors qu'on a l'impression qu'il y a 4 plans qui se... Exactement. Parce que c'est tout d'un coup un choix un peu éditorial, bien senti par Célia dans la sensation du tournage. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, à ce moment-là, c'est intéressant d'étirer un peu ce temps-là où les mecs se regardent en disant tu vois, cette petite complicité-là. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Mais c'est vraiment ça des petites pierres qui fabriquent une scène importante, quoi. On parlait du personnage de D'Artagnan. Est-ce qu'un personnage comme celui d'Eva Green appelle aussi un autre type de montage ? Ouais, c'est intéressant. Milady est un personnage qui prend des apparences différentes et c'est un personnage joueur. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau personnage qu'elle compose, il y a une proposition de jeu qui arrive. Donc, de fait, oui, ça influe le montage. Il y a un mot qui revient très souvent au montage et tout le temps, c'est quel est le point de vue de la scène ? Est-ce que c'est plus intéressant d'arriver avec un personnage qui va nous conduire à Milady et là on se dit ah, waouh, ou est-ce que c'est plus cool de démarrer la scène, elle est comme ça en train de fumer une clope, un peu cool, un peu avec de la fumée, et tout d'un coup il y a un gars qui arrive, elle se retourne et avec elle on va. C'est pas évident de répondre parce que tout est cool avec Eva Green. La filmer en contre-plongée comme ça, avec la lumière de folie, avec une petite cigarette un peu sexy, en même temps très féminin. Un chapeau fait sur mesure, un costume de malade et ses yeux qui envoient des éclairs, on peut se dire « Ah ouais, on va commencer la scène comme ça ». Bon, c'est pas ce qu'on a fait. Donc on voit, on arrive avec quelqu'un, on ne sait pas où on est. Voilà, et là, elle nous apparaît. Votre éminence. Milady. Alors ? Eh bien, grâce à vous, Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. Des difficultés ? Morte et enterrée. Et alors, comment on sait qu'on a fini ? Quand est-ce qu'on s'arrête ? On sait quand il y a le mec de la post-prod qui nous dit maintenant on passe au mix, donc il faut dégager d'ici. On arrive à la fin avec des convictions. Il y a des convictions, ouais. En fait. Il y a des convictions qui se construisent et c'est vrai que moi, là quand je le revois, je me dis que tous les choix qu'on a pris, je les assume à 100% et je pense que c'est ça qu'il fallait prendre pour nous. Mais il y avait évidemment une autre manière de faire ces films. Ça, c'est sûr. Tous pour un pour tous, et surtout tous en salle dès la sortie de D'Artagnan le 5 avril.